Bonjour, je suis Paul Olivier du blog Construire sa vie et je vais vous parler de l'engagement dans vos tâches quotidiennes. Qu'est-ce qu'être monotache? Pourquoi devenir monotache? Comment le devenir? Qu'est-ce que le flow, l'expérience optimale? Ce sont des questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'être monotache? Être monotache, cela signifie dans son sens le plus simple, faire une seule tâche à la fois. C'est un état d'esprit qui est évident pour certains, notamment les générations qui précèdent l'informatique, mais qui n'est pas aussi évident pour les générations d'Internet. Sur ordinateur, notre attention est en effet extrêmement sollicitée. Nos emails, nos notifications Facebook, Twitter, rien que sur un site internet, les informations sont partout, les tentations de s'éparpiller sont partout. Être monotache, c'est focaliser son attention sur une seule chose. En réalité, d'un point de vue scientifique, nous ne sommes presque jamais totalement monotaches. En effet, le système nerveux central peut gérer 7 fragments d'informations en même temps. Des sons, des stimuli visuels, des émotions, des pensées. Et le système nerveux central, qui est notre conscience, utilise 1/18 de seconde pour distinguer un fragment d'information d'un autre fragment. Cela signifie, et les scientifiques l'ont démontré, que l'on peut traiter environ 128 informations par minute. Seulement ces 128 morceaux d'informations ne sont pas uniquement dédiés à la tâche en cours. Ils sont aussi utilisés pour toutes les sensations, la chaleur, les odeurs, ce que l'on perçoit en permanence, et parfois certaines pensées parasites. Nous n'utilisons qu'une petite partie de notre capacité d'attention pour effectuer une tâche consciente. Pourquoi devenir monotache? C'est une très bonne question. On ne fait pas quelque chose sans une motivation préalable. Alors, il y a deux raisons principales qui vous décideront à devenir monotache. D'abord, votre productivité, qui sera démultipliée. En effet, il est possible d'être totalement inefficace en dispersant son attention sur plusieurs tâches. Enfin, c'est un choix qui semble discutable. Focaliser son attention sur une tâche permet de faire un travail de bien meilleure qualité, de le faire beaucoup plus rapidement. La deuxième raison pour laquelle devenir monotache est extrêmement intéressant et que vous devriez vous y pencher de plus près, c'est que votre plaisir à effectuer cette tâche sera grandement favorisé. L'auteur Mihaly Csikszentmihalyi explique dans son livre Vivre que le bonheur réside dans ce qu'il appelle l'expérience optimale, ou flow en anglais. Cette expérience optimale est un moment où l'on est extrêmement concentré sur ce que l'on fait, où l'on est totalement absorbé. Ces expériences optimales sont de grands bonheurs, des bonheurs qui perdurent. En revanche, il affirme que les petits plaisirs ne contribuent pas réellement au bonheur. Les petits plaisirs étant les expériences où l'on obtient quelque chose sans aucun effort préalable. Alors maintenant, peut-être que ça vous intéresse de savoir comment accéder à cette expérience optimale, c'est-à-dire comment devenir un monotache au sens le plus pur du terme. Alors pour entrer dans le flow, l'expérience optimale, il faut respecter certaines règles. Les caractéristiques de l'activité que vous voulez effectuer doivent être en accord avec les caractéristiques énoncées par Mihaly dans son livre. Alors, ces caractéristiques sont très simples. Premièrement, la tâche que vous effectuez doit constituer un défi
et exiger une compétence spécifique de votre part. Vous devez vous fixer ce défi personnellement et non pas utiliser un défi extérieur à vous. C'est très important pour la motivation que vous allez montrer dans cette tâche. Fixez-vous un défi au début de la tâche, un défi personnel. La compétence spécifique, ça peut être aussi simple que savourer un bon plat, savoir déceler toutes les subtilités de ses arômes, etc. C'est une capacité à aborder des situations complexes. La deuxième caractéristique de cette expérience optimale, c'est être concentré sur ce que vous faites. Cela signifie être totalement consacré à cette tâche. Troisièmement, vous devez viser une cible claire. Vous devez avoir un but précis. Un but qui doit avoir une forme que vous pouvez déterminer. Quatrièmement, vous devez être capable d'apprécier immédiatement si la cible a été atteinte, si le but a été atteint ou non. C'est-à-dire que la tâche doit vous fournir une rétroaction. Si vous effectuez la tâche et qu'à la fin vous ne pouvez pas déterminer si vous l'avez réussi ou non, alors vous ne pouvez pas être en présence d'une expérience optimale. La 5, et je pense qu'elle est extrêmement importante, c'est faire disparaître toute distraction en s'engageant totalement dans la tâche et dans le processus. Vous devez avoir un engagement si profond que plus rien n'existe pour vous à part ce que vous êtes en train de faire. Sixièmement, vous devez avoir le contrôle de vos actions. C'est vous qui devez déterminer la finalité. C'est à vous que revient la tâche et c'est vous qui déterminez si elle est réussie ou non. Septièmement, vous ne devez absolument pas vous préoccuper de vous-même pendant cette tâche. Vous êtes totalement centré. Le soi est laissé de côté. Paradoxalement, cette expérience optimale a souvent pour effet de renforcer le soi après son exécution. Enfin, neuvièmement, en effectuant cette expérience optimale, vous perdez la notion du temps. Soit vous avez l'impression que le temps est passé beaucoup plus vite, soit vous avez l'impression que le temps est passé beaucoup plus lentement que la réalité. Alors si je prends par exemple l'exemple d'un article de blog que j'écris et qu'on essaye ensemble de voir comment on peut appliquer cette expérience optimale à cette tâche. Alors, pour ce qui est du défi et des compétences particulières, tout d'abord le défi, c'est vous qui le fixez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple de rédiger l'article sans aucune faute d'orthographe, de réussir à expliquer ce que l'on souhaite très clairement, d'effectuer la rédaction en un temps précis et limité. Ça peut être toutes sortes de choses. Les compétences ici sont réfléchir à l'organisation de l'article, se poser les bonnes questions, apporter les bonnes réponses pour le lecteur, réussir à synthétiser sa pensée, utiliser un langage clair et compréhensible, et construire des phrases agréables.
De nombreuses autres compétences sont nécessaires pour écrire un article de blog évidemment, mais ici ce sont des exemples qui vous aideront un petit peu à comprendre ce à quoi je fais allusion. Deuxièmement, la concentration. Donc ici, comme pour toute tâche, il s'agit d'éliminer les distractions. Les distractions qui peuvent être, en l'occurrence, informatiques, ou des sollicitations extérieures de personnes, des idées qui vous viennent à l'esprit, que vous devez chasser, que vous ne devez pas garder en tête lors de la rédaction de votre article, si elles n'ont pas de rapport avec celui-ci. Troisièmement, votre article, en écrivant votre article, vous devez avoir une cible claire, un but précis. La cible ici, c'est d'écrire un article qui répond aux questions que se pose le lecteur, que se pose l'auteur, et c'est un article qui doit aider le lecteur. Voilà la cible que je me fixe souvent avant d'écrire un article. Pour ce qui est de la rétroaction, c'est-à-dire la façon de savoir si votre cible a été remplie ou non, bien ici, la relecture de l'article nous permet de savoir si les buts ont été atteints, c'est-à-dire si l'article va pouvoir aider les lecteurs ou non. Alors, cinquièmement, l'engagement profond. Comment appliquer l'engagement profond à l'écriture d'un article? C'est là qu'intervient la motivation. Vous devez être motivé pour la tâche à exécuter. Soit pour atteindre un objectif lié à cette tâche, soit parce que cette tâche a du sens pour vous, par rapport à vos valeurs et vos objectifs. Ici, mes motivations sont d'aider les gens à connaître cet état de flow plus souvent. Je fais cette vidéo pour vous aider à être plus efficace dans vos tâches quotidiennes et à prendre plus de plaisir à tout ce que vous faites. Ensuite, avoir un contrôle sur ses actions. Alors évidemment, en faisant cette vidéo, j'ai un contrôle sur ce que je fais. Le résultat dépend entièrement de ce que je dis, de la façon dont je parle, dont je bouge, dont je synthétise les idées, et dont j'explique cette démarche d'expérience optimale. Donc ici j'ai un contrôle total sur le résultat. Septièmement, faire disparaître la perception de soi-même. Il s'agit tout simplement ici d'être suffisamment concentré sur le contenu et la réussite de l'article pour oublier tout ce qui est de l'ordre de l'ego, de la confiance de soi, etc. Enfin, la perception altérée de la durée. Ici, par exemple, pendant cette vidéo, j'ai eu l'impression que l'enregistrement a duré plus de 20 minutes alors qu'on en est seulement à 12 minutes 40. Voilà, par exemple, c'est une des caractéristiques du flow qui est ici respectée. Alors, une dernière précision, il y a quelque chose de très important pour rentrer dans un état de flow, c'est qu'il faut une adéquation entre vos compétences et la difficulté de la tâche. Il faut que le défi soit légèrement difficile pour vous, que son exécution vous demande un petit effort pour que le flow puisse être atteint. Voilà, merci beaucoup, c'était Paul Olivier du blog Construire sa vie. J'espère vous y retrouver pour d'autres vidéos et d'autres articles. À bientôt!